Bonjour, ce matin sur le plateau de Thé au Café, une invitée d'excellence. Je vous la présenterai dans un instant. Mais auparavant, vous savez, dans l'émission, on aime bien revenir en arrière. Alors, la semaine dernière, samedi, on était en compagnie de Sting et dimanche, c'était Patricia Cass. Bonjour Sting. Hello. Bonjour. Vous avez connu le succès à 28 ans. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne chose? J'avais un véritable travail. J'étais marié, j'avais un enfant, je payais des impôts, je votais, j'étais un citoyen. Et donc, lorsque j'ai assumé la vie folle d'une rockstar, je pouvais comparer sans me laisser emporter par celle-ci. J'étais resté très les pieds sur terre. Est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui de vivre à New York après la victoire de Donald Trump? Ma rue est bloquée par la police pour arrêter les manifestations parce que, en fait, l'hôtel Trump est juste à côté de l'endroit où j'habite, mais je suis inquiet. Mais je ne vais pas déménager. Vous ne lèguerez pas votre fortune à vos enfants. Pour quelle raison? Mes enfants n'ont jamais prévu qu'ils allaient recevoir de l'argent. Ils ont toujours supposé qu'ils allaient devoir travailler pour gagner leur vie. Et je ne voulais pas les voler de ce privilège, de cette aventure à gagner sa vie dans le monde. Trudy, donc une union de 35 ans. Comment vous avez su éviter les écueils? Nous sommes très proches du point de vue de notre âge. Nous partageons la même nostalgie, les mêmes jingles des années 50, des thèmes de la télévision ou des pubs. J'aime bien, puisqu'en fait, là aussi, nous faisons face à la mortalité. Il est bon de faire ça avec un compagnon, un partenaire qui le comprend. Un défaut dont vous aimeriez vous débarrasser? La vanité. L'amour, c'est mieux à deux ou à plusieurs? Deux. I can't stop thinking about you. I can't stop wanting you this way. I can't face living without you. I can't stop wanting you. Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît? Patricia Cass. Est-ce que vous vous aimez bien? Disons que je m'accepte beaucoup mieux. Aimer, je trouve que c'est trop fort. Votre métier d'artiste est incompatible, selon vous, avec une vie de couple? Difficile de répondre à cette question parce que je pense que le problème de base n'était pas forcément ma passion et mon métier. Je pense que c'était plus moi. Vous auriez aimé avoir une famille de 7 enfants, comme vos parents? Ah, 7, non. Non. Pour moi, une famille, c'était aussi l'exemple, c'était maman. Donc elle était très présente, et en tout cas au début. Donc est-ce que j'avais ce temps? Non. Est-ce que vous avez aussi eu cette ambition, cette volonté quand même de réussir, aussi pour votre mère? Surtout, au début. Avant tout. C'est d'ailleurs pour ça que voilà, je me suis battue au début pour lui montrer. Et après, une fois que tu es là et que tu es sur le devant de la scène, un, c'est très difficile de faire marche arrière parce que c'est beau. Et deux, c'était aussi un moyen pour moi de combler le manque. Orpheline de mère, puis ensuite de père. Votre frère aussi est décédé. Est-ce que toutes ces disparitions, en fait, vous ont beaucoup fragilisé ou ça vous a rendu, en fait, plus forte? Je vivais pas le deuil. Je reportais le deuil. Parce que j'avais, en parallèle, autre chose. Être sur une scène et pouvoir s'exprimer à travers des mots, les gueuler, les pleurer, les rire, C'est pour ça que je sentais pas le besoin. Et à un moment, ça pète. Mais qu'est-ce qui vous a permis de guérir? Le temps. Guérir, est-ce qu'on est complètement guéri définitivement? Je ne sais pas. Le pire conseil qu'on vous ait donné dans votre métier? De faire confiance. Qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en vous? Mes ongles rongés. Votre dernier rêve érotique? Ou ça date, hein. Alors, qui est sur ce plateau de Thé au Café? Vous allez vous présenter, s'il vous plaît. Tout d'abord, quelle est votre profession? Écrivain qui tente d'être philosophe aussi. Votre situation familiale? Marié, 3 enfants, 4 petits-enfants. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie? Oui, ne jamais être en retard. C'est vrai. Et votre devise? Je pense que les ressemblances entre les êtres humains sont plus importantes que leurs différences.
Votre prénom et votre nom, s'il vous plaît. Elisabeth Badinter. Bonjour Elisabeth Badinter, vous venez me rejoindre, s'il vous Avec plaît. plaisir. Et merci d'être là, philosophe, femme de lettres, féministe, engagée sur la défense de la laïcité, courageuse, une vigie morale, dit-on, intransigeante aussi. Bonjour Elisabeth Badinter, merci Bonjour. d'être là. Je me demandais, est-ce que vous êtes plus, vous, la femme de lettres, plus persuasive à l'oral ou à l'écrit? Incapable de vous répondre. Je pense peut-être plus à l'écrit. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à l'écrit, vous avez le temps de chercher vos mots. La réflexion. Oui, il y a la réflexion aussi, mais quelquefois on utilise à l'oral un mot un peu vite, qui est un peu caricatural, ou qui n'est pas tout à fait ce que vous entendez dire. Et c'est une catastrophe. Tandis qu'à l'écrit, avec du blanc effacé, ça va. Vous aimez la précision. À quoi ressemblaient les dimanches d'Elisabeth Badinter quand elle était petite? Ça ressemblait à tout, ça ressemblait à rien. Non, enfin, ça ressemblait à tous les dimanches, à mon avis, de beaucoup de familles. C'est-à-dire que les parents dormaient assez tard, mais mon père nous emmenait au cinéma l'après-midi. Il emmenait les 3 filles au cinéma, oui, oui. Et même une fois, il nous a emmenés dans un film qu'il croyait historique, sur Néron. Et c'était un film, je dirais, pas pornographique, mais enfin, à l'époque, impensable. Et vous êtes resté jusqu'au bout de la projection? Attendez, c'est que c'était mieux que ça. Je devais avoir 8-9 ans et ma petite sœur 7 ans et l'aînée 11 ans. Et quand il y avait une scène qui était jugée osée, mais je suis sûre qu'aujourd'hui ça semblerait rien du tout, il étendait ses mains comme ça, parce qu'il y en avait 2 ici, pour pas qu'on regarde. Vous voyez un peu le ridicule. Votre père, Marcel Busten-Blanchet, qui a créé l'agence de publicité Publicis, alors vous racontez souvent d'ailleurs, c'est un peu comme vous plantez le décor, vous dites quand même c'était joyeux parce que il crée en fait et testait les slogans publicitaires avec nous. Donc vous échangiez. Ah oui, oui, on a beaucoup échangé avec papa, enfin moi en particulier, mais c'est vrai que c'était amusant. Qu'est-ce que vous pensez de ça les filles, etc. Donc on donnait notre avis. Il avait papa avait, mais depuis toujours, un immense respect pour la jeunesse. Voilà, il adorait ça. Il pensait que les jeunes avaient toujours raison, ce en quoi il avait peut-être tort, mais enfin, c'était sa philosophie. Et donc, voilà, il voulait notre avis. On était très fiers de ça. Un père très ambitieux quand même pour ses filles. Il voulait que vous réussissiez. Alors, c'est pas exactement ça. Il était ambitieux pour ses filles. Il souhaitait qu'elles soient ambitieuses. Mais il voulait nous donner les moyens psychologiques de l'ambition. Et donc, c'est vrai que j'ai été élevée toute ma prime jeunesse par des encouragements. À écouter mon père, j'aurais pu, je sais pas quoi, être la reine de je sais pas quoi. Hongrie. Dire. Hein? De Hongrie. De Hongrie, ça c'était trop tard. Non, on parle évidemment du livre. On va l'évoquer tout à l'heure. Il était convaincu que quand on travaille beaucoup, qu'on se donne beaucoup de mal, qu'il faut s'accrocher, il ne faut jamais céder, il ne faut jamais reculer, même que les échecs sont positifs aussi, donc tout est possible. Et vous avez mis ça en pratique durant toute votre vie? Je pense que inconsciemment, oui. Je pense qu'inconsciemment, ça m'a beaucoup servi, parce que ça n'a pas été toujours simple dans mon travail, dans mes études et tout ça, mais j'avais cette espèce de mantra, c'est quand on veut, on s'accroche et on n'a pas peur d'affronter l'échec. Comment vous avez rencontré le féminisme? Vous dites souvent, c'est Simone de Beauvoir, ça a été un coup de tonnerre dans ma vie. Oui, c'est elle. Qui vous l'a fait lire? Une amie qui était avec 1 an de plus que moi, qui était une amie de classe aussi, on était en seconde toutes les 2, et c'est elle qui m'a dit « Ah, c'est formidable, il faut que tu lises ça ». Donc j'ai lu Simone de Beauvoir et ça m'a absolument ouvert des horizons incroyables, quoi, des horizons de liberté. Mais quoi notamment? Eh ben, je ne suis pas obligée de me marier, je ne suis pas obligée d'avoir des enfants, je peux avoir toute la vie sexuelle, amoureuse que je veux, tout ça, ça m'appartient. Enfin, c'était autant, si vous voulez, de verrous qui se déverrouillaient, si je puis dire. Et donc, et puis il y avait son exemple à elle, à savoir, je suis un écrivain,
je peux dire des choses qui peuvent choquer, ça n'a aucune importance, c'est ma liberté. Tout ça, ça m'a donné quelques idées. Alors vous vous êtes mariée et vous avez eu 3 enfants en 3 ans et demi. Absolument. Je suis mariée. Le contre-exemple. Oui, mais ça n'a pas empêché autre chose non plus. Je suis mariée depuis 50 ans. J'ai effectivement eu 3 enfants en 3 ans et demi, en l'espace de 3 ans et demi. Mais en même temps, j'ai fait autre chose. Et donc, moi, alors, sur ce point des enfants très particulier, je n'étais pas du tout tentée par l'expérience négative de Beauvoir. Elle ne voulait pas d'enfants, ce que je trouve tout à fait légitime. Mais moi, je voulais des enfants. Et je voulais connaître ça, et je voulais vivre ça. Et pourquoi cette précipitation? Parce que je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas? Voilà, la réponse est je ne sais pas. Au moins, elle est franche. Votre portrait par Julie Mareuil. Pour vous décrire, Elisabeth Badinter, j'hésite entre 2 images. Un rat de bibliothèque, car vous les adorez, et Madame Maigrette, car un flic sommeille en vous. Votre obsession? Comprendre. Comprendre le 18e, dont vous êtes la spécialiste. Vous enquêtez dans toutes les bibliothèques du monde, traquant empreintes et indices qui feront avancer votre réflexion. Quand je plonge dans des archives, j'ai l'impression de faire une enquête. Faire une enquête avant de classer des affaires célèbres. Condorcet, Madame du Châtelet, Madame d'Épinay, ou encore la trilogie des passions intellectuelles, ouvrage de référence, qui représente à elle seule 15 années de recherche assidue. Je me sens un peu flic quand je rentre ici. Un flic, fin limier, observateur de la société, qui n'hésite pas à s'engager sur des sujets sensibles, souvent à contre-courant. En 1980, vous contestez l'existence de l'instinct maternel. Ça fait l'effet d'une bombe. Moi, je crois qu'il faut se mettre d'accord sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est qu'un instinct? Polémique encore, 30 ans plus tard, lorsque vous dénoncez la tyrannie de la maternité dans le conflit. Et chose rare pour un enquêteur, vous agissez seul. Je suis solitaire et avec un profond sentiment de liberté. En femme libre, féministe convaincue, vous ne menez pas pour autant une guerre des sexes. L'égalité, elle se gagne en insistant sur les ressemblances et sûrement pas sur les différences. Du coup, au nom de l'égalité, vous dites non à la journée de la femme, non à la parité, non au quota. L'idée de quota, c'est le cache-sexe de l'inégalité. Et au nom de la liberté des femmes à disposer de leur corps, oui aux prostituées, oui aux mères porteuses. Je suis favorable à une loi pour qu'on encadre très strictement ces pratiques. Vos idées dérangent et font parfois scandale. Qu'importe, comme tout enquêteur, vous avez du flair. Dès 1989, au nom de la laïcité, vous vous opposez fermement au port du voile et serez de toutes les polémiques sur cette question en France. Alors on se dit que vous auriez fait un flic à la fois courageux et intègre et que peut-être vous étiez passé à côté de votre vocation. Moi, je vous vois mal flic quand même. Vous avez tort. Ah bon? Vous avez tort. Dans une deuxième vie. Mais c'est flic au sens de l'enquête, justement. bien sûr. C'est, comme je disais, Maigrette. Quelle est l'avancée sociale et sociétale, surtout, à laquelle vraiment vous avez, semble-t-il, contribué, enfin, vous pensez avoir contribué, et dont vous êtes vraiment la plus fière? C'est difficile à dire de ma part. Si j'ai aidé à décomplexer un certain nombre de femmes qui sont mères, ou un certain nombre de femmes qui n'ont pas voulu d'enfants, j'en serais vraiment très fière, très heureuse. Et voilà, ce serait ça qui me semble peut-être le plus important. Le fait que l'amour maternel n'est pas inné. Le fait que l'amour maternel n'est pas un instinct, une pulsion obligatoire qui arrive à tout le monde. Et le fait aussi que j'ai toujours tenté d'expliquer qu'il n'y a pas de mère parfaite. Vous comprenez, les pressions sur les femmes d'aujourd'hui en particulier, qui n'existaient pas au XVIIIe, pour qu'elles soient des mères pélicans, des mères qui sacrifient, des mères... Les Américains appellent ça des mères hélicoptères, c'est-à-dire qu'elles sont toujours au-dessus de leurs enfants. C'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors, comme je dis toujours, il y a quelques exceptions rarissimes, des Mozart de la maternité, qui me démentent, mais c'est vraiment des exceptions. Et que pour toutes celles qui font le mieux qu'elles peuvent, mais qui ne sont évidemment pas parfaites, eh ben, il faut prendre ça comme le propre de la condition humaine et maternelle. Comment vous avez réagi à l'élection de Donald Trump? Oh, très mal. J'ai eu un moment... D'abattement? Oui, d'abattement, de stupéfaction. J'étais partie me coucher en étant sûre que ce serait Hillary Clinton. Et je me suis dit, la première réflexion a été une réflexion, je dirais, qui nous concerne, nous les Français. Je me suis dit, eh bien, puisque l'impossible est possible, qu'est-ce qui peut arriver en France? Des choses qui me seraient très désagréables. Et depuis,
cet impossible qui devient possible me poursuit assez. Quand vous dites des choses très désagréables, vous pensez à quoi pour la France? Je pense à un président ou une présidente d'extrême droite. Je trouverais ça terrible pour la France. Et d'abord pour les Français, pour commencer, pour l'image de la France, pour continuer. Et puis parce que... Et pour les Françaises? Eh bien, oui, pour les Françaises. Mais Marine Le Pen a été plus habile que M. Trump. Et d'ailleurs, je pense qu'elle est moins, comment dirais-je, contre l'avortement que d'autres. Qu'est-ce que vous voulez? Ça serait apparemment impossible, et maintenant je suis très dubitative. Vous vous dites... les sondeurs se plantent tout le temps. Voilà, on en a des preuves quasiment de façon hebdomadaire, alors voilà. Vous l'avez déjà rencontré? Jamais. Vous accepteriez de la rencontrer? J'ai pas très envie. J'ai envie de rencontrer les gens avec lesquels je pourrais m'enrichir de choses. Voilà, mais je n'aime pas le conflit non plus. La crise économique, d'ailleurs, Simone de Beauvoir le disait aussi, vous le dites, touche davantage les femmes que les hommes. Vous l'avez ressenti ces dernières années? Oui, et comment et comment? Et je dois dire qu'on puisse aujourd'hui reparler de l'avortement, que ce soit en Amérique ou en France, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est quand même les femmes qui sont en première ligne. Si vous voulez, les grandes féministes, je pense à Simone de Beauvoir, je pense aussi à Benoît de Groult, ont toujours averti, les droits des femmes doivent être constamment défendus. Et j'ai peut-être péché par optimisme, parce que pour ma part, je me suis dit c'est impossible qu'on revienne sur... Vous pensiez que c'était acquis? Ah mais complètement, impossible. C'est une liberté indispensable aux femmes. Et de mon point de vue aussi, peut-être, enfin, j'ai peut-être tort, mais moi je suis convaincue qu'il ne faut pas forcer des femmes à avoir des enfants, et ce sont les enfants qui sont aussi en paye les pots cassés, du non-désir de la mère. Alors, ça fait quand même 2 personnes malheureuses, une adulte et une jeune, c'est affreux. Vous êtes une fervente défenseuse de la laïcité. Quelle est votre définition? La laïcité, c'est avant tout la séparation entre le religieux et le politique. Voilà. C'est avant tout ça. Chacun peut avoir la loi de la laïcité, chacun peut croire ce qu'il veut, c'est un droit de l'homme et peut suivre, enfin, être adepte de toutes les religions qu'il veut, dès lors qu'elles sont compatibles avec les droits de l'homme, évidemment. Mais il y a une séparation stricte entre le religieux et le politique. Voilà. Quand vous voyez des signes extérieurs, ostensibles sur une personne, qu'est-ce que vous en pensez? Je le regrette, mais pour rien au monde, je ne voudrais qu'on l'interdise. C'est-à-dire que, à part quelques cas très particuliers qui concernent notamment les enfants, c'est-à-dire les écoles en particulier, ou les administrations où on demande une sorte de neutralité... Là, on connaît votre combat pour oui. la crèche Babylou. Hein. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que en dehors de ces cas particuliers, je considère qu'une femme a le droit de s'habiller, que ce serait absolument impensable qu'on s'attaque à cette liberté-là. Certaines femmes, mais je peux aussi critiquer. Vous voyez, je peux aussi penser ce que je veux et dire ça ne me plaît pas, mais ça n'a aucune importance, c'est pas une raison pour vouloir interdire. Certaines femmes se réclament du féminisme islamique. Qu'est-ce que vous en pensez? Un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. Et faut-il que je dise pourquoi? C'est d'une certaine façon la surveillance de la sexualité féminine, avec beaucoup de contraintes. C'est une place particulière attribuée aux femmes. C'est un divorce totalement inégal. C'est la polygamie possible. C'est un héritage totalement inégal. Enfin, je peux continuer comme ça assez longtemps. Donc, j'estime, pour ma part, que nous ne sommes pas du tout dans une société égalitaire dans certains pays où l'islam s'impose à la politique ou devient politique.
Est-ce que vous êtes surprise par ce phénomène de jeunes femmes qui partent en Syrie, des jeunes femmes qui sont prêtes à faire des attentats, qui sont des terroristes aujourd'hui? Non, Vous pas vraiment. l'imaginez? Bien sûr, il y a près de 30 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'un est l'autre, et dans lequel je parlais déjà des femmes terroristes. C'est-à-dire qu'une femme, je ne vois pas pourquoi une femme n'aurait pas des désirs politiques de terrorisme. On l'a vu avec les Italiens dans les années 60, les Allemands, etc. Il y avait des femmes. Par idéologie. Par idéologie, par conviction, par ce que vous voulez, et peut-être aussi par certains tempéraments particulièrement difficiles, pour ne pas dire plus. Donc, je ne suis pas surprise du tout. Et encore moins quand on apprend que ce sont des jeunes femmes. Ce ne sont pas des femmes mûres, ce sont des jeunes femmes, souvent des adolescentes, et qui, comme les adolescents masculins, ont un besoin de transcendance, de cause à défendre, etc. Donc, je n'en suis pas surprise du tout. Vous avez souvent déclaré, ces derniers temps, que la gauche vous avait trahi, que vous vous sentiez trahi en fait par votre famille. Sur un point précis, c'était effectivement le problème de la laïcité. Et j'ai été stupéfaite de voir abandonner le concept de laïcité, sinon accompagné d'un terme qui annulait le terme de laïcité, ouverte, etc. J'ai été stupéfaite que la gauche, qui a été à l'origine de la loi de la laïcité, du combat pour la laïcité au début du siècle dernier, ait abandonné ça comme ça, en tous les cas une grande partie de la gauche. Ça m'a... Et au fond, est arrivé un moment, il y a quelques années, où on n'entendait plus que Mme Le Pen se déclarer le flambeau de la laïcité et, je dois dire, Manuel Valls. C'était les deux voix politiques, donc il est à gauche, Manuel Valls, mais c'était les deux seules voix qui prenaient le problème à bras-le-corps, avec des opinions différentes, mais qui en parlaient. Et donc, c'est vrai, je me suis sentie abandonnée. Et d'ailleurs, qui critique le plus mes positions, c'est l'extrême gauche. C'est la partie de la gauche, donc qui existe aussi au sein du Parti socialiste, voilà, qui m'attaque. Qu'est-ce que vous pensez de la pétition des 60 personnalités, c'était dimanche dans le journal du dimanche, contre le bashing, le dénigrement fait au président de la République? Écoutez, d'une façon générale, le dénigrement d'une personne politique me gêne beaucoup. Est-ce qu'une pétition... Je me suis posé la question. Vous auriez pu, vous, signer? Je ne suis pas... Non, je ne l'aurais... Enfin, j'en sais rien. Je ne crois pas, parce que maintenant, peut-être suis-je moi-même victime de l'environnement. J'ai peur que les pétitions ne réussissent plus. Et non seulement ne réussissent plus... Soit même contre-productives. Exactement. Je redoute ça. Et qu'on dise encore, c'est l'establishment, les intellectuels, etc., et que ça soit même un repoussoir. C'est pour ça que, il me semble, c'est moins le propos qui m'embête, pas du tout. Je suis contre le bashing, et y compris bien sûr du président de la République. C'est la méthode. J'ai peur que ce soit contre-productif. Elisabeth Badinter, vous attendez beaucoup de la présidentielle 2017? Oui. J'ai peut-être tort. Oui, parce que on a besoin d'hommes politiques forts, on a besoin d'un président fort, qui s'impose, qui ait du charisme, qui entraîne les Français. C'est bizarre parce que vous dites homme politique. Ben oui, parce que je ne veux pas imaginer que ce soit pour l'instant la seule femme que l'on sache être dans la course. Mais il y a très peu de femmes qui seront candidates. Ben justement, il n'y en a quasiment pas. Vous le déplorez? Écoutez, je vais vous dire, très franchement, on ne vote pas pour quelqu'un à cause de son sexe. Et ça, Mme Hillary Clinton en a fait l'expérience elle-même. On vote avant tout, pour les idées d'un candidat. Parce que ces idées, ces valeurs vous conviennent. Même si tout ne vous convient pas, il faut que quelque chose de fort vous convienne. Mais vous ne votez pas pour une femme parce que c'est une femme. Je viens de vous expliquer que je ne voterai pas pour Mme Le Pen, même si elle est la seule femme. On vote d'abord pour ses idées, donc je regrette simplement qu'il n'y ait pas suffisamment de femmes qui puissent concourir, voilà. Et vous l'expliquez comment?
C'est le fameux plafond de verre dont parle Hillary Clinton? Non, mais je Ou pense c'est tout que autre chose? je ne pense pas que... Alors, en ce qui concerne Hillary Clinton, il n'y a pas de plafond de verre. Elle a été unanimement reconnue comme une femme compétente et d'expérience, et unanimement son adversaire reconnu l'inverse. Donc, comme c'était des défauts qu'en général on attribuait aux femmes, c'est pas pour ça. Elle a utilisé l'argument du plafond de verre parce que c'était, à mon avis, meilleur pour son image. En vérité, il y a des raisons politiques, il y a des raisons aussi subjectives de sympathie, d'antipathie pour ce qu'elle représente, et il y a des raisons politiques. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Mais On dit même qu'elle ne représente pas du tout les femmes américaines. écoutez, certaines féministes américaines l'ont dit, effectivement. Je ne vis pas aux États-Unis. Vous-même, vous l'avez rencontrée. Oui, je l'ai rencontrée. Vous ne l'avez pas tant appréciée que ça. C'est-à-dire que je l'ai rencontrée une demi-heure pour l'interviewer. Non, parce que tout était bloqué, si vous voulez. On m'avait demandé les questions d'avance, etc. Oui, elle n'était pas très détendue. Elle répondait un peu mécaniquement. J'avais l'impression qu'elle récitait un peu ses formules habituelles. Voilà. Donc, mais on ne peut pas porter un jugement sur quelqu'un qu'on a vu une demi-heure. Pour autant, j'étais quand même fière, en allant me coucher la veille des résultats, qui est une femme présidente des États-Unis. Ça m'aurait fait si plaisir. On va parler bien sûr de ce livre, Le pouvoir au féminin, qui vous a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Mais auparavant, on est allé au Louvre. Vous aviez choisi de nous emmener voir une exposition magnifique sur le XVIIIe siècle. Et c'est Juline Mareuil et Pierre Coussier qui vous ont accompagné, Elisabeth Badinter. Je vous emmène au musée du Louvre. Il y a une exposition qui m'attire énormément d'un immense collectionneur du XVIIIe siècle qui était le comte de Tessin. À chaque fois que je viens, c'est un vrai plaisir et une vraie fatigue aussi parce qu'on revient, on est exténué. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette pyramide? Ça me rappelle des souvenirs. C'était comme une audace formidable à l'époque quand le président Mitterrand a voulu la construire. Ça avait été l'objet de critiques, de polémiques. Donc je la regarde en me disant, il avait bien fait, quoi. Vous êtes nostalgique parfois? Non, je ne suis pas nostalgique du passé, je ne m'en occupe plus jamais. C'est mort, le passé. Alors je veux bien, quand c'est le 18e, ça me passionne. Mais en ce qui concerne mes sentiments personnels, ma vie personnelle, je déteste regarder le passé. Je me dis, il y a beaucoup à espérer du futur. Quand on voit ça, un Suédois à Paris, on peut légitimement penser que c'est le chien qui est le Suédois. Et je trouve ça formidable. Quand je suis comme ça devant une exposition, ce qui me passionne, c'est de voir les détails de la vie quotidienne. Une des caractéristiques du XVIIIe, c'est que c'est un siècle des lumières, des philosophes, mais aussi du plaisir, mais aussi de la gaieté. Alors là, vous voyez, on voit tout à fait les chevilles, et même un peu plus haut que les chevilles, ce qui est déjà un petit peu osé, si j'ose dire. On a l'impression qu'on compte fleurettes. Il y a une sorte de proximité des sexes, moi, qui m'enchante. Qu'est-ce que ça nous apprend de la société d'aujourd'hui? Qu'on s'amuse moins. Aujourd'hui, c'est rude. Même le rapport entre hommes et femmes est rude. Moi, je suis très sensible à ce besoin de jouer, de s'amuser. On a envie de choses comme ça, douces, légères. Est-ce que vous l'êtes, vous, douce, sensible? Oh là là, je ne répondrai pas à cette question-là. Légère? Non, pas légère du tout. C'est pour ça que j'admire d'autant plus que moi, malheureusement, on me fait défaut. Cette peinture très célèbre de Leda Elsigne, je la trouve à la fois très sensuelle, je dirais presque franchement érotique. C'est aussi propre à une certaine peinture du XVIIIe siècle. On n'est pas effarouché par ces scènes-là, ce que je trouve très sympathique. On va finir par un tableau qui m'a fait rire et en même temps qui m'a beaucoup intéressée. Voilà une image pieuse, rien qui soulève un enthousiasme formidable. Or, cette peinture a un envers. Et l'envers de ce tableau, le voilà. Elle a des très belles fesses, cette religieuse, il faut le dire. Ce qui m'amuse, c'est le truc. C'est comment on défie les normes, la bienséance. D'ailleurs, j'ai vu ici
quelques messieurs restaient un bon moment devant cette partie-là du tableau. Preuve que ça fait toujours plaisir. Mais on est tellement à la fois pudibond, refoulé. Il ne faut pas dire ci, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas montrer ci, il ne faut pas montrer ça. Alors là, quelle liberté, quoi, voilà. Et on en a besoin. Moi, je crois qu'on en a besoin, vraiment. Vous êtes sûr qu'il y a un retour au puritanisme? Une forme de puritanisme, oui, et notamment dans le rapport entre les sexes. Quand je vois, vous comprenez qu'il y a une censure des mots très forte aujourd'hui, qu'un mot même qui n'est pas tout à fait orthodoxe est commenté par les réseaux sociaux pendant... Voilà, des milliers de gens s'indignent. Fatigant. Marie-Thérèse d'Autriche, une femme que vous avez fréquentée pendant 7 ans de votre vie. Je me posais la question, mais 7 ans, c'est un septennat, c'est un mandat quasiment présidentiel, en tout cas celui d'autrefois. Ça n'est possible que si c'est dans le plaisir. Et ça l'a été? Oh là là. À ce point-là? Au point que j'ai du mal à m'en détacher, vous savez. Voilà. Elle devient une familière pour vous? Familière, je n'oserais pas. Mais en tous les cas, quelqu'un de proche. Plus vous travaillez sur une personnalité, parce qu'au fond, c'est ça qui m'intéresse. C'est d'essayer d'entrer dans l'intérieur, toucher à l'intériorité. Qu'est-ce qu'elle a pu penser? Donc la psychologie. Oui, c'est toute la psychologie de cette femme qui m'a passionnée. Et ça n'a été possible, et c'est pour ça qu'il faut si longtemps, que parce qu'il y a encore des lettres, énormément de lettres, et de Marie-Thérèse à ses amis, ses familles, etc., et à ses collaborateurs, et en même temps de son entourage qui parlait d'elle, et en même temps des diplomates qui la décrivaient. Donc, nous avons vraiment beaucoup d'éléments, et je suis sûre que j'en ai pas fait le tour. Donc les archives du Quai d'Orsay, principalement? Les archives du ministère des Affaires étrangères, principalement, mais aussi les archives d'État de Vienne, qui ont des trésors immenses et qui sont les vrais détenteurs de presque tout, mais pas tout. Et puis aussi, il y a dans des collections privées, dans d'autres bibliothèques d'Europe centrale en particulier, ou en Allemagne également beaucoup, il y a énormément de choses. Donc il faut aller partout, fouiner. C'est un peu difficile, les collectionneurs privés ne veulent pas forcément ouvrir leurs portes. Et ils sont rétifs. Ils sont rétifs, et puis il faut leur faire la cour, mais moi je ne sais pas trop faire ça, puis je ne suis pas tellement introduite. C'est pour vous dire qu'il y a encore certainement beaucoup de choses. Mais quand même, il y a 25 000 lettres dans mon ordinateur qui la concernent. Et dans ces lettres, et surtout qu'elle ne se gêne pas pour parler à ses proches, d'ouvrir son cœur, de ce qu'elle a raté, de ses tensions, de comme je ne sais pas faire ça, de demander conseil, de même voire parfois de confier ses chagrins les plus intimes. Elle ne triche pas. Elle ne triche pas mais elle dit toujours à la fin de ses lettres, surtout brûlez ma lettre. Et évidemment, il y en a quand même des milliers qui n'ont, Dieu merci, pas été brûlés. Le résumé de ce livre par Julie Marais. On connaît mal Marie-Thérèse d'Autriche ou seulement comme la mère de notre Marie-Antoinette. À l'occasion d'une réflexion sur le pouvoir au féminin, Elisabeth Badinter dresse le portrait de cette femme, souveraine du plus grand empire européen, mère de 16 enfants et épouse très amoureuse. L'impératrice reine d'Autriche et de Hongrie a gouverné durant 40 ans de façon absolue en mère de la patrie. Elle a tout mené de front. 2 guerres contre son ennemi intime Frédéric II de Prusse, la naissance de 16 enfants, leur éducation et la mort de 6 d'entre eux. Son arme, la séduction dont elle se sert politiquement. 3 siècles avant nous, elle a tenté de concilier son ambition personnelle, sa vie de femme et sa vie de mère, un défi ignoré des hommes, mais bien connu des femmes du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'elle a de plus que d'autres reines? Elle a conjugué ces 3 vies-là, c'est-à-dire que les autres femmes qui ont détenu un pouvoir absolu, qui sont quand même pas nombreuses, hein, on peut presque les compter sur les doigts des 2 mains, pour beaucoup, elles n'ont pas eu d'enfants. Élisabeth Ier d'Angleterre, c'est la reine vierge. Pas de mari, pas d'enfant. Quelle liberté, hein? Et pour Catherine II, elle n'avait plus de mari puisqu'elle l'avait fait tuer. Et en même temps, elle avait un fils qui lui restait et qu'elle détestait. Donc, si vous voulez, c'était des femmes qui pouvaient gouverner comme les hommes. Quand on a le souci
de protéger son mari, de ne pas, comment dirais-je, de ne pas le heurter, quand on doit prendre en considération ses désirs, sa situation, etc. Et quand on a en plus 16 enfants à élever et qu'il faut prendre des décisions en souveraine absolue et encore plus quand il s'agit de la guerre, ça c'est une situation absolument inconnue d'aucune autre femme de pouvoir absolu, en tous les cas de son temps. Vous diriez que c'est une femme moderne, que c'est une femme qui correspond aujourd'hui aux vies des jeunes femmes? Je pense qu'elle a vécu une situation que nous connaissons, toute proportion gardée. Toutes les jeunes femmes du XXIe siècle qui veulent mener de front leur ambition personnelle, leur liberté, ambition personnelle, plus le compagnon, plus les enfants, il y en a 1 ou 2 ou 3, mais enfin il n'y en a pas 16, connaissent, si vous voulez, ces 3 angles de la vie féminine. Et il faut concilier tout ça. Elle a été la première à connaître ça. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que c'est une femme, comment dirais-je, qui pourrait être un modèle pour nous? Non. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a les côtés noirs de Marie-Thérèse, les côtés sombres. C'est une bigote pas possible. Surtout sur la fin de sa vie. Surtout sur la fin de sa vie, où ça va devenir vraiment terrifiant. Voilà, ça n'a rien à voir avec nous, si vous voulez, aujourd'hui. Mais pour autant, cette situation, en tant que femme, oui, elle est quelque part notre seule référence à laquelle, si vous voulez, se rapporter. Je ne vois pas tellement d'autres femmes à son temps, en son temps, qui aient connu ça. Mère, épouse, régnante. Oui, mais mère de 16 enfants, vous vous rendez compte? Et est-ce que vous vous rendez compte que pour elle, l'accouchement, c'était l'horreur des horreurs? Et c'est 16 fois qu'elle a dû recommencer. Et au 10e, elle écrit à une amie, pourvu que ce soit la dernière. Pas du tout. Elle était enceinte 2 mois plus tard. Je veux dire, c'est ce qui traduit une vie sexuelle importante. Ben, ça traduit une vie sexuelle importante, mais comment faire autrement? Quand vous êtes très, très dévote, etc., il n'y a pas de précaution possible. Et par ailleurs, elle adorait cet homme, et probablement, cette révélation sexuelle a été très importante dans sa vie. Et on en a un témoignage, c'est le fait qu'elle a toujours partagé le lit de son mari, ce qui ne se faisait absolument pas. Elle a été roi de Hongrie, non pas reine. Pourquoi? Parce que les Hongrois ne pouvaient pas imaginer qu'une femme pourrait être leur souverain. Et donc, ils ont dit, on va les lire, mais ça ne peut être que roi. Voilà. Et on l'a forcée, ce qu'elle a fait sublimement, à respecter un rituel qui était un rituel guerrier du roi de Hongrie, qui datait de très loin, de très longtemps, où elle a, à califourchon, monté un cheval et avec comment dirais-je, une épée qui pesait, paraît-il, très lourd. Elle a monté une montagne au galop et pour, avec son épée, montrer les 4 coins du ciel pour dire qu'elle protégerait toute la Hongrie. Et il fallait que ce soit impeccable, alors que les femmes à l'époque ne montaient pas à califourchon. Elle a appris tout ça, elle a été géniale pour faire ça. Et donc, elle pouvait être effectivement reconnue comme roi de Hongrie. Est-ce que vous l'admirez vous-même? Bien sûr que je l'admire et en même temps, je la critique. Bien sûr, je l'admire parce que quand on est seul, dos au mur, avec les armées étrangères qui arrivent sur vous et qui sont en train de s'emparer de votre empire, et que vous êtes moralement abandonné par vos ministres, y compris votre mari, qui lui disent « mais cède, cède, cède », et que vous dites « non », ben moi j'admire. Non, je ne céderai pas. Donc je l'admire pour beaucoup d'autres raisons, peut-être moins spectaculaires, mais je l'admire. Et en même temps, il y a pas mal de choses qui me font horreur. Quoi? Et qui étaient peut-être plus répandues encore à l'époque que maintenant. Alors, première chose qui me fait vraiment horreur, c'est son moralisme bigot qui faisait qu'elle voulait absolument interdire toute sexualité illicite. Et très franchement, elle a créé une commission de la vertu. Et quand on dit commission de la vertu, moi je pense talibans, qui eux-mêmes ont beaucoup pratiqué ça, y compris en Iran d'ailleurs, même s'il n'y a pas de talibans. Et ça m'a fait horreur. Et on a tellement de témoignages, si vous voulez. Elle a traité les prostituées de façon épouvantable. Je ne dis pas qu'elle les a fait tuer, mais elle les a traitées, elle les a exilées, elle les a mises dans des conditions, beaucoup sont mortes. Enfin, et ça me fait horreur. Elle était, par ailleurs, étant très chrétienne, elle haïssait les Juifs.
elle détestait les protestants, mais pour autant, elle n'a jamais fait couler leur sang. Je veux dire, elle n'était pas du tout sanguinaire, Marie-Thérèse, pas du tout. Mais elle les a déplacés, elle les a maltraités. C'est pas fait pour me plaire. Elle s'est servie de son sexe, de son genre, de la séduction même. Oui, oui, absolument. Elle s'est servie de toutes les armes dites traditionnellement féminines. Et elle déployait un charme apparemment tout à fait exceptionnel. Parce que même vieille et grosse et mémère, on pourrait dire, elle continuait comment dirais-je, à intéresser, subjuguer les hommes, les diplomates qui l'approchaient, y compris les femmes. Donc elle avait ça, on a usé et abusé, et elle a fait la démonstration magistrale que ce qu'on considérait comme des faiblesses féminines leur interdisant le pouvoir, elle pouvait en faire des forces formidables pour asseoir son pouvoir. Je voudrais qu'on reçoive Agnès Grossman qui est avec nous sur ce plateau aussi. Bonjour Agnès Grossman. Alors vous avez écrit Les salopes de l'histoire. Oui. Les salopes de l'histoire de Messaline à Mata Hari, donc chez Acropole. Et je me demandais si le mot salope, déjà dans votre esprit, c'est un mot extrêmement péjoratif. Alors c'est un mot qui est bien sûr au départ péjoratif, mais moi j'ai voulu relever le défi. Bien sûr, ce n'est pas des salopes. Mais souvent, on traite les femmes qui aiment le sexe, qui ont une sexualité assumée, de salopes, même encore aujourd'hui. Donc au départ, c'était un petit peu un terme drôlatique, mais c'était pour relever le défi. C'était si c'est le prix à payer pour être libre, eh ben payons-le. On a les moyens. Mais bien sûr, je ne considère pas ces femmes comme des salopes. Je les considère comme des femmes libres et des femmes complètes. Vous aimez, vous, ce terme de salope? Non. Il me choque. Il me choque. Je fais ça parce que c'est comme ça, quand on voit en vitesse quelque chose dans une librairie, etc., le titre est important. Et il faut faire le raisonnement que vous venez de faire, que c'est parce qu'on les traite de salopes qu'elles sont en vérité des femmes libres. Bien sûr. Mais en fait, ce sont des séductrices. Je l'explique tout de suite dans le livre, dans ma préface. Mais je l'ai fait aussi parce qu'on est dans une époque où je trouve que la sexualité féminine est de nouveau un petit peu hypothéquée. Et je trouve qu'il faut relever la tête. Et effectivement, on s'était lancé un petit peu un pavé dans la mare aussi. Voilà, ce sont soi-disant des salopes. En fait, ce sont des femmes formidables, des femmes qui ont une sexualité forte, et des femmes complètes. Ce qui n'est pas encore toujours le cas aujourd'hui, où la sexualité féminine n'est pas toujours encore bien vécue et aussi épanouie qu'on veut bien le faire croire. Face à vous, 6 portraits. Cléopâtre, Messaline, la reine Margot, la comtesse du Barry, Catherine II de Russie, Mata Hari. Allez, on choisit Cléopâtre. Qu'est-ce qui émerge d'elle? Alors Cléopâtre, c'est une femme extrêmement intelligente, c'est une femme brillante, c'est une femme qui est extrêmement complète, qui se sert de tout, et c'est aussi une mère. Elle a eu 4 enfants. Elle se sert de toute sa féminité. Toutes ces femmes sont des femmes qui savent extrêmement bien se parer, qui se servent extrêmement de leur charme féminin, qui sont, en tout cas pour Cléopâtre, avant Jésus-Christ. Donc la sexualité n'a pas du tout la même valeur, le même enjeu. Il n'y a pas encore eu cette chape de plomb, cette croix qui a été posée sur la féminité. Elle, c'est vraiment l'intelligence, c'est la ruse, elle a besoin de l'homme. César puis Marc-Antoine, elle les aime, elle les séduit, elle les comble, autant avec sa tête qu'avec son corps et son cœur, puisqu'elle tombera très amoureuse en tout cas de Marc-Antoine. Et oui, c'est la femme vraiment extrêmement complète, intelligente, très politique. Plus proche de nous, Mata Hari. Mata Hari, c'est plus douloureux. Mata Hari, c'est une femme déclassée, Mata Hari. D'abord, c'est une affabulatrice qui a eu un père qui était mythomane, dont elle a hérité un petit peu la mythomanie, qui l'a beaucoup servi aussi, puisque c'est ce qui lui a permis de créer son personnage. Elle se marie assez jeune, et puis elle divorce, et son mari a le manque d'élégance, non seulement de ne pas l'entretenir, mais de dire publiquement, il fait un encart dans le journal pour dire qu'il n'honorera aucune des dettes de sa femme. En plus, il lui confisque sa petite fille. Donc elle va se retrouver seule à une époque où les femmes de son milieu, puisqu'elle a un milieu quand même très bourgeois, n'ont pas vraiment le droit de travailler. Elle serait beaucoup plus déclassée en allant travailler à l'usine qu'en étant finalement courtisane. Et bien sûr, elle choisit d'être une courtisane. Donc elle se sert...
c'est quand même, toutes ces femmes-là sont des femmes très douées, si je puis dire, sexuellement. Elles sont heureuses dans leur sexualité. Mata Hari, bon, malheureusement, elle a une petite dinguerie, si je puis dire, qui causera sa perte puisqu'elle va devenir espionne, pas une des meilleures espionnes. Et en plus, elle va payer, si je puis dire. Elle sera fusillée. Elle va être fusillée. Elle est remarquable. Elle meurt remarquablement bien, si je puis dire, avec une dignité, une élégance et un courage formidable. Mais c'est vrai qu'elle paye aussi cette vie de débauche qu'elle a eue et qu'on lui fait payer aussi toutes les douleurs de tous ceux qui ne peuvent pas, qui ont moins de moyens, qui profitent moins, qui ont moins profité de la vie qu'elle. Agnès Grossman, qui sont les salauds d'aujourd'hui? Alors les salauds, ça n'a pas du tout le même sens. Les salauds, non, il n'y en a pas. Enfin, pas du tout dans ce sens-là. Hein, on ne peut même pas dire que des... Ouais, même on dira toujours un grand séducteur pour un homme. Les hommes ont le droit à la sexualité, les femmes, en théorie, ont le droit à la sexualité. Il y a des tas de gens qui pensent que ce n'est pas le cas. Mais ce qui est vrai, ce qui me frappe, et je pense aussi à Marie-Thérèse, parce qu'elle avait une forte libido, visiblement. Et ce qui est vrai pour toutes ces femmes, c'est qu'elles ont une forte libido. Et je pense que pour les femmes, la sexualité est quand même la clé aussi de la puissance. Alors le pouvoir au féminin, je ne sais pas, parce que est-ce qu'il faut avoir de la puissance pour prendre le pouvoir? Sans doute. Mais je pense que les femmes doivent, j'allais dire, revenir à leurs fondamentaux, mais aussi investir peut-être davantage leur sexualité. On a beaucoup investi, notamment les filles de ma génération, le monde professionnel, et on a peut-être laissé de côté peut-être la femme sexuelle. Bon, c'est vrai qu'on a cette liberté, mais ce n'est pas si évident que ça, parce que même aujourd'hui, on investit les femmes, disons qu'on leur permet d'être viriles, mais on leur permet pas tant que ça d'être vraiment féminines, d'être vraiment sexuées. Et c'est vrai que ces femmes-là, en l'occurrence... Alors c'était, la dernière, c'est le XXe siècle avec Mata Hari, mais sinon c'est beaucoup le XVIIIe siècle et l'Antiquité. Donc c'est vrai c'était beaucoup plus libre et les relations entre hommes et femmes étaient beaucoup plus libres et beaucoup plus dans le jeu et dans la séduction. Et je pense que les femmes, effectivement, il faut qu'elles soient vigilantes pour garder leur liberté sexuelle, surtout à l'heure actuelle où elle est menacée par certains mouvements obscurantistes. Mais c'est vrai que même pour toutes les autres, on puise beaucoup d'énergie, de force dans sa sexualité. Vous êtes d'accord, Elisabeth ? Oui, mais quand même, je voudrais souligner une chose, c'est qu'il faut regarder aussi sur le laps de temps. C'est fou quand même, parce que les femmes ont plus de liberté depuis quelques décennies, c'est tout récent. Donc, quand je vois que certaines jeunes femmes de 30 ans ou 35 ans que je connais, qui sont des femmes tout à fait respectables, par Internet, ont des rendez-vous 7 minutes, 10 minutes, voilà, des rendez-vous, des rencontres, on se plaît pas, si on se plaît... Écoutez, c'est quand même la liberté par rapport à il y a 20 ans même. Et donc, je trouve que les femmes utilisent assez bien leur liberté sexuelle. Elles gèrent beaucoup mieux, en tous les cas, leur sexualité. Bien sûr. Hein, et j'ai envie de saluer le progrès, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les salopes de l'histoire de Messalina Mata Hari chez Acropole. Merci beaucoup. Quel rôle, Elisabeth Badinter, joue l'amitié pour vous? Il est fondamental, comme pour tout le monde, mais vous savez, mes amis, c'est les doigts de la main, pas plus. Vous avez souvent été trahi par vos amis? Non. Non. Fidèles. Il y en a deux d'entre eux qui vous connaissent, semble-t-il, assez bien. Il y a Olivier Payon, réalisateur, scénariste. C'est lui qui a réalisé L'Empreinte de la série Empreinte, donc votre portrait, c'était en 2009. Et puis il y a Richard Malka. Vous êtes d'accord? Ce sont des amis. Très bien. Donc, je préfère le dire avant. On ne s'est pas loupé. Avocat de Babylou et notamment de Charlie Hebdo. Et tous les deux, ils ont croisé leur regard masculin sur vous. J'ai rencontré Elisabeth Badinter professionnellement à l'occasion du procès des caricatures de Mahomet, le fameux procès. On m'a proposé de réaliser un documentaire sur Elisabeth Badinter. Alors, on s'est rencontrés dans un restaurant. Elle venait témoigner au nom de la laïcité, au nom de la liberté d'expression, avec des mots extrêmement forts. C'était si fort que personne n'avait osé réagir à la suite. Moi, j'ai grandi avec XY. Je pense que pour beaucoup d'hommes de ma génération, d'un coup, elle nous donnait l'autorisation, si on avait une certaine sensibilité, de l'exprimer, que la virilité ne voulait pas forcément dire le machisme. Moi, je sais que ça avait été très important pour moi. Ça peut paraître bizarre, mais c'est parfois ma confidente, puis c'est surtout ma balise intellectuelle.
C'est-à-dire que quand je ne sais pas quoi penser sur un sujet, je sais qu'elle pensera bien. Elle sait qu'elle ne sait pas tout. Et donc, elle a besoin de parler avec les gens, elle a besoin d'échanger, elle a besoin de savoir avant de se faire sa propre opinion. Elle écoute les gens. C'est vraiment rare, les gens de ce niveau-là qui écoutent l'autre. C'est vrai que beaucoup de gens m'ont dit qu'elle était parfois glaciale. Je dois avouer que ça n'a jamais été le cas avec moi. Mais jamais, en fait. Moi, je ressens une très grande délicatesse. C'est pas de la froideur, c'est un respect de l'autre, énormément. Et je crois que quand on a besoin d'elle, elle est là, toujours. Ce que je trouve rare chez elle, c'est son intégrité. Elle refuse tout ce qui est politiquement correct, elle n'a pas le souci de plaire, elle n'a pas le souci des mondanités parisiennes. C'est une femme d'une grande conscience et d'un grand courage. Il y a ce côté-là à vouloir un peu bousculer toutes les idées reçues, qui va un peu avec un côté... ça va sûrement la faire punk. C'est l'héritière vraiment des Lumières. Et elle vous éclaire? Ah oui, elle m'éclaire infiniment. Je suis pas impartial, hein. Moi c'était une des rencontres de ma vie, mais voilà. Ouais. Merci à tous les deux. Ils sont tous les deux très partiaux. Est-ce que vous êtes sensible au fait que ce soit deux hommes? Mais je suis très contente. Oui, ça peut surprendre, effectivement, mais c'est plus amusant comme ça. Et puis moi, ça me fait très plaisir de voir mes deux amis dire des choses gentilles sur moi. Je suis ravie. Est-ce que vous avez davantage d'amis hommes ou femmes? C'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Autant. C'est-à-dire 3 et 3, quoi. Il disait aussi l'un et l'autre, elle n'a pas d'artifice. C'est vrai que vous ne rentrez pas du tout dans l'artifice. Dans la coquetterie, c'est une coquetterie assez sévère que la vôtre. Et alors écoutez, c'est parce que je suis paresseuse. Oh. Ah bah si on n'a pas pris l'habitude de faire attention très jeune à son apparence, si on n'a pas pris l'habitude d'apprendre à se maquiller et tout, alors c'est trop tard à mon âge. Hein. Donc ça m'intéresse pas beaucoup, pour tout vous dire. C'est du temps perdu pour moi. Quand vous voyez, alors, vous, justement, les publicités, les magazines, etc., vous vous dites, ces femmes-là, elles perdent leur temps? Non, je me dis pas ça. Ça m'intéresse. Et je me dis souvent, j'ai tort. J'ai tort d'être pas assez coquette, pas assez attentionnée à mon apparence, qui en a de plus en plus besoin d'ailleurs. Mais non, je ne me dis pas ça, parce que c'est d'autres points de vue. Elles ont leur raison d'être comme ça, de vouloir améliorer. Donc non, je ne prends pas ça avec mépris du tout. Est-ce que votre fille a les mêmes convictions que les vôtres? Politique, vous voulez dire? Oui, et sur le féminisme notamment. Oui, je crois. Pour l'essentiel, oui. Oui, pour l'essentiel, oui. Vous auriez été triste et malheureuse que ce ne soit pas le cas? Ça dépend. Ça dépend. Je veux dire, il y a dans des opinions pour moi insupportables, puis il y a des opinions avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais qui ne sont pas insupportables. Donc, il y a quand même une marge. Il se trouve qu'on a quand même, sur l'essentiel, vraiment les mêmes opinions et les mêmes affections et les mêmes désaffections. Donc, oui, si j'avais une fille, ou un fils d'ailleurs, qui avait vraiment des idées opposées à la mienne, je serais vraiment consternée. Vos fils sont tout aussi féministes que vous? Alors, devant moi, oui. Mais je sais qu'il y a une part de politesse à mon égard dans cette affaire et que derrière moi, ils sont sûrement moins féministes qu'ils veulent bien le dire. Est-ce que votre mari, Robert Badinter, est féministe? Oui, incontestable. Ça se traduit comment? Ça se traduit par, comment dirais-je, d'abord, ça se traduit en premier par le fait qu'il me fait passer avant lui. Et il fait passer avant sa propre image ou ses propres désirs. Et il me fait passer avant lui. Je crois qu'il n'y a pas tellement d'hommes qui auraient fait la même chose que lui. Mais c'est par amour. Oui, par amour, mais en même temps parce qu'il trouve ça normal. Et il m'a aidé, et il m'a beaucoup aidé dans la vie. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup aidé. Et je vais vous dire, un homme qui est si heureux quand il arrive quelque chose d'heureux à sa femme, pour moi, c'est un féministe. Je vais vous emmener au dos à dos. Dos à dos avec vous, Elisabeth Badinter, et des réponses du tac au tac. La convention sociale, le code social qui vous agace le plus? Les dîners en ville. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal?
J'ai sûrement dépassé des limites autorisées en voiture. C'est illégal. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer? Le temps. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? Je regarde tout en un seul regard. Oui. Et chez une femme? Pareil. J'ai un regard, pouf, je photographie le tout. Une radiographie? Oui. Sur une échelle de 1 à 10, quel point et à quel point vous êtes heureuse dans la vie? Je dirais 8,5, 9. Bien. Votre plus grand moment de solitude? Quand un être très cher disparaît. Est-ce que vous auriez aimé naître homme? Non. Non, non, j'ai jamais rêvé d'être un garçon quand j'étais petite, même si j'avais l'air d'un garçon manqué. Non, non, pas du tout. J'aime beaucoup être née femme, parce que c'est vraiment le 20e et l'époque actuelle qui est le siècle des femmes. Donc, au contraire, c'est un plus aujourd'hui d'être une femme. Quelle est votre part de masculin? Peut-être l'autorité, peut-être un peu de caractère, mauvais caractère. Le fait de ne pas aimer la passivité. J'aime l'activité, j'aime être dans l'action. À quelle occasion mentez-vous? Toujours pour ne pas faire de peine. Franchement, c'est comme tout le monde. La plupart des gens, voilà, pour ne pas faire de peine. La maladie que vous redoutez le plus? Alzheimer. Si vos petits-enfants vous demandaient la définition de l'amour, qu'est-ce que vous leur répondriez? Ben, je répondrais que c'est d'avoir toujours follement envie de tenir la main de quelqu'un. Et si je vous dis Gilbert Bécaud? Alors là, vous me mettez de bonne humeur. Une chanson qui vous rend joyeuse. Les tantes Jeanne. On le savait. Oui, les jolies vacances que notre tonton se payait. Nous, quand on nous demandait combien de tantes on avait de tantes Jeanne. On disait qu'on savait pas. Quand on aime, on compte pas. C'est tante Jeanne. Pourquoi celle-ci en particulier? Eh bien, je vais vous dire, à chaque fois que, par bonheur, on la repasse à la radio, je suis en général dans ma voiture et j'ai envie de danser. Ah, bien! Ah oui, oui, oui. Et c'est un vrai bonheur. En plus, c'est un souvenir gai. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il était un ami de ma sœur. Et j'aime sa musique, j'aime ses chansons. Et cette chanson en particulier, voilà, ça me donne envie de danser. Je crois que vous allez être comblés. Je vais vous offrir, regardez, cette anthologie Gilbert Bécaud qui vient à l'instant de sortir. Quelle merveille! Alors, franchement, regardez, quelle merveille! C'est un magnifique travail, anthologie de 1953-2002, avec 20 CD, 400 chansons, avec des versions inédites, des raretés, une biographie, et ça c'est à l'initiative de la maison de disques Warner et de sa femme, de Kitty Bécaud, ainsi que de sa fille. Je pense que là, vraiment, vous avez le choix. Écoutez, je suis folle de bonheur. C'est vrai, ça me fait un plaisir fou. Ah, ben nous sommes bien tombés alors, j'en suis absolument ravie. Je voulais aussi saluer l'artiste qui est exposé sur le plateau de Théo Café aujourd'hui. Il s'agit d'une femme, c'est Victoire Darcourt. Merci pour ses peintures et ses sculptures aussi. Elle expose jusqu'au samedi 3 décembre à Prince et Princesse Art Gallery, rue de Grenelle, à Paris dans le 7e. À partir d'une photo en noir et blanc, Victoire Darcourt, elle recompose sa photo à l'aide de grands aplats de couleurs. Retenez son nom, donc Victoire Darcourt. Ah, je sens que ça vous intéresse bien ce cadeau. Beaucoup, beaucoup. Alors, je voulais vraiment aussi vous rappeler le pouvoir au féminin. Vous saurez tout sur Marie-Thérèse d'Autriche. C'est un travail exceptionnel sur cette partie du 18e. Elle est décédée, elle avait 63 ans, hein, c'est ça, oui. Aux éditions Flammarion. Merci beaucoup,
d'être venu sur le plateau de Thé au Café ce matin. Merci vraiment. à vous. Merci C'est vraiment. toujours Et je, un re- vrai et je repars privilège. avec un cadeau somptueux. De plus. Je suis ravie. C'est bientôt les fêtes, c'est bientôt Noël, c'est sans doute pour cette raison. On se retrouvera la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous serons dimanche. Dimanche, nous serons ensemble, mais samedi, nous ne serons pas avec vous en raison du Téléthon, évidemment, comme chaque année. Et le lendemain, nous serons en compagnie de Frédéric Mitterrand. Est-ce que vous avez lu les lettres de François Mitterrand à Anne Pinjot? Lettre à Anne. Oui, je ne les ai pas toutes lues parce que je picore comme ça. Et je dois vous dire que j'étais très émue. Et je pense que la publication de ces lettres change aussi beaucoup l'image que nous avons de l'ancien président. C'était surprenant, cette publication de lettres, on peut le dire. Et en même temps, c'est magnifique. Enfin, moi, je suis très sensible à cette façon d'exprimer l'amour, l'attachement. Et donc, voilà, je trouve que c'est finalement une bonne idée. Merci beaucoup. Cette émission, elle est rediffusée cette nuit. Vous pouvez la revoir aussi sur plus.fr ainsi que sur YouTube et puis sur notre site Thé au Café. Merci de votre confiance et de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous passez une très belle semaine. Portez-vous bien. Au revoir. Merci. Merci Elisabeth. Merci. Merci. She